Archives d'Afrique vous est proposé par TradeCard, la carte de paiement de Tradex. Les Archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je dois d'abord dire que je me sens avant tout un professeur et un écrivain, très précisément un poète. C'est par hasard que je suis tombé dans la politique. Homme politique, poète, écrivain, il était tout à la fois. Et dans tous ces domaines, il aura marqué son temps, celui d'avant et d'après les indépendances africaines. Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal. Je voudrais, comme président de la République, vous faire mise à Dieu. Et si j'ai un message à vous faire aujourd'hui, Sénégalaises et Sénégalais, c'est bien ce dernier message en faveur de la démocratie qui s'adresse à tous les citoyens et citoyennes de notre vieux pays. C'est la chose la plus importante, maintenir la démocratie, c'est-à-dire le pluralisme des partis, dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Encore une fois, le président poète a surpris. Un chef d'État qui, après 20 ans de pouvoir, décide de démissionner pour aller s'occuper de sa passion, de la poésie. Dans son allocution radio-télévisée de ce 31 décembre 1980, en annonçant sa démission, il révèle, entre autres, qu'il a refusé le dépôt d'une proposition de loi tendant à faire de lui un président à vie. Il cède le fauteuil à son successeur constitutionnel dont il vante les mérites. Une première en Afrique où les présidents quittaient le pouvoir plus souvent après un coup d'État. Le monde entier évoque à nouveau l'histoire de ce personnage qui faisait parler de lui depuis plusieurs décennies déjà à travers ses écrits, à travers sa pensée, son idéologie de la civilisation de l'universel. Le plus prestigieux, du moins sur le plan international, de ceux que l'on appelait en Afrique les pères de l'indépendance. Léopold Sédar Senghor naît en 1906 à Joal, dans la région de Sine Saloum, au cœur du pays sérère au Sénégal. Le jour exact de sa naissance demeure un mystère. Sur son acte de baptême est inscrit la date du 9 août 1906, alors que sur les registres d'état civil de la mairie de Gorée se trouve celle du 9 octobre 1906, ce qui lui fera dire que son horoscope est complexe. Il est le fils d'un riche négociant qui va lui donner le prénom chrétien de Léopold, en vogue à cette époque depuis Léopold II de Belgique. Sédar, que son père va lui rajouter, est le second prénom Zerer, qui signifie celui que l'on ne peut humilier. Senghor, venu du portugais Senhor, va être le nom qu'il portera. Sa mère, la quatrième épouse de ce commerçant qui compte une vingtaine d'enfants, va le ramener quelques semaines après sa naissance à Djilor, petite bourgade à 23 km de Joal, où son père possède une grande propriété. Djilor, c'est à 23 km de Joal, à l'intérieur des terres, au bord d'un des bras du fleuve Saloum. Ce bras s'appelle le Sine. C'est le nom qui désigne le royaume dont mon père est originaire. Dans les poèmes, j'ai chanté parfois le roi du Sine, Kumba Nofène Diouf, qui a été notre dernier roi. Ma mère appartenait, pour employer un langage marxiste, à une famille de paysans moyens. Le chef de la famille était mon oncle maternel qui avait quelques champs et quelques têtes de bétail. Mon père, par contre, c'est un maître de terre. Un féodal. C'est dans le cadre plutôt aisé que lui offre son père Basile que le jeune garçon, un peu turbulent, va faire ses premiers pas auprès d'une mère pour qui il a un amour illimité. Il va y découvrir la nature, les chevaux, les bêtes, le troupeau, bref, ce qu'il appellera plus tard le royaume de l'enfance. Soyez les bienvenus. C'est la maison natale du président. Je suis le gardien, Zamba Benoît Faye, gardien, maison natale du président. On a fait les tuiles en 72, retapé les murs, repayé la maison était textée comme ça.
Et les deux bâtiments-là, c'était pour la famille. Voilà la chambre de son père. On m'a présenté. Son père, il était un grand cultivateur, commerçant, éleveur, et il y a des pirogues à ce temps-là qui transportent les arachides. Basile Diogoye Senghor. Il était très riche. Et ensuite, voilà le bureau de son père. Voilà le bureau de son père. Voilà le président Senghor. Les statuts du président Senghor. Texetaille, c'est Ambrose. Et Texetaille. Et il a saisi le livre. Parce qu'il est poète. Je me rappelle les cignards à l'ombre verte des vérandas, les cignards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant où Kumbandofen voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés, du bruit des querelles, des rhapsodies des griots. Je me rappelle les voix païennes rythmant le tantou-mergo, et les processions, et les palmes, et les arcs de triomphe. Je me rappelle la danse des filles nubiles, les chœurs de lutte. Oh, la danse finale des jeunes hommes, bustes, penchés, élancés, et le pur cri d'amour des femmes. Corsica. Je me rappelle, ma tête rythmant. Quelle marche lasse le long des jours d'Europe, où parfois apparaît un jazz orphelin qui sanglote. À l'âge de 7 ans, le jeune Senghor ne parle que le sérère. Il passe ses journées avec les bergers et les paysans. Un jour, raconte-t-il, mon père qui me battait souvent le soir, me reprochant mes vagabondages, finit pour me punir et me dresser par m'envoyer à l'école des Blancs, au grand désespoir de ma mère qui vitupérait qu'à 7 ans, c'était trop tôt. C'est cette punition qui va le conduire chez les missionnaires catholiques à Joal. C'est avec le père Normand Léon Dubois qu'il va apprendre les premiers éléments de français. L'année d'après, en 1914, le jeune garçon de 8 ans va entrer à Cassobille, à 6 kilomètres de Joal, chez les pères du Saint-Esprit, qui ont pour devise la phrase de leur fondateur Lieberman, « Soyez nègres avec les nègres, afin de les gagner à Jésus-Christ », et où on ne badine pas avec la discipline. En effet, au bout d'un an, en 1914, ça a coïncidé avec le début de la Première Guerre mondiale, j'ai été envoyé par mon père à l'école primaire de Ngazobil. Nous étions entre 100 et 200 élèves qui se répartissaient en plusieurs classes. C'est là que pendant 8 ans, il va faire ses études primaires et commencer le latin. De cette période, il gardera 2 principes. La discipline rigoureuse de la dissertation et surtout l'esprit de méthode et d'organisation. Mais ce sens de l'ordre ne l'empêchera pas d'être renvoyé du séminaire. Motif, il n'a pas la vocation. « 1922. Le jeune Senghor débarque à Dakar, ville cosmopolite. L'enfant de la brousse est émerveillé par le monde de la ville, la lumière électrique et les techniques modernes. C'est la période où en France, on débat, ou plutôt une certaine classe bourgeoise s'indigne, se scandalise autour du prix Goncourt qui a été attribué en 1921 à l'antillais René Maran pour son roman Batouala. Offrir un prix littéraire prestigieux à un nègre qui de surcroît se permet de critiquer l'administration coloniale. Mais sur le moment, ce n'est pas vraiment le sujet de préoccupation du jeune provincial qui arrive dans la ville portuaire. Après l'échec chez les pères du collège séminaire Lieberman, où on ne lui a pas reconnu une quelconque vocation à devenir prêtre, Léopold Sédar Senghor, qui est désormais hébergé chez une de ses tantes, rejoint l'école laïque. Le cours secondaire de la rue Vincennes, qui va devenir par la suite le lycée Van Vollenhoven, institution située dans le quartier du Plateau, non loin du palais du gouverneur, où l'on croise plus de Français que d'Africains. L'école dans cette période est surtout destinée aux fils des Blancs. Seuls quelques Noirs peuvent accéder à cet enseignement. Pourtant, le jeune garçon va vite s'illustrer au point d'être reçu avec une mention assez bien au baccalauréat en 1928.
Son professeur de latin et de grec insiste pour que, contrairement à ses compatriotes diplômés qui intègrent l'école normale William-Ponty, prévue pour les Noirs, Léopold soit envoyé en France. Il obtient alors une demi-bourse pour poursuivre ses études en métropole. Après le long voyage à bord du bateau la Médie II, puisque l'aviation n'effectue pas encore la traversée en un seul coup d'aile et que les pilotes que l'on rencontre à Dakar ne sont que des héros de l'aéropostale, Léopold Sédar Senghor débarque en France en 1928. Léopold Sédar Senghor. Je suis arrivé à Paris au mois d'octobre. Il pleuvait, il faisait froid. Le Panthéon gris, Notre-Dame gris. J'ai trouvé vraiment que c'était très laid. Mais j'ai été séduit. Ce qui m'a séduit, c'est la gentillesse et la politesse des Français. Quel contraste maintenant où les gens sont pressés, agressifs, etc. C'est ce qui m'a d'abord frappé. Le jeune Senghor qui vient d'arriver s'inscrit à la Sorbonne. Dans ce cadre, avec ses grands amphithéâtres et un emploi du temps qu'il doit organiser tout seul, il perd pied. Alors, sur les conseils d'un professeur, il tente de s'inscrire au lycée Louis-le-Grand. J'ai été dérouté à la Sorbonne. Alors pendant un mois, j'ai erré, je suis allé voir, je crois, M. Marouzeau ou M. Ernoult, qui étaient des professeurs de latin, je crois que c'est M. Ernoult, oui. M. Ernoult m'a conseillé d'aller m'inscrire en Cagne, en face au lycée Louis-le-Grand. Mais comme l'année scolaire est déjà entamée, il sollicite l'appui de Blaise Diagne, le député du Sénégal bien introduit dans les milieux politiques parisiens. C'est lui qui va lui permettre d'entrer au lycée Louis-le-Grand. Il a 22 ans. Ici, avec la discipline quasi militaire, le jeune étudiant se sent mieux et plus dans un cadre bénéfique, propice pour ses études. C'est dans cet établissement qu'il va faire la connaissance de Georges Pompidou, le futur président de la France, qui devient un de ses amis. Deux rencontres vont s'avérer décisives pour le jeune Senghor. Celle de Georges Pompidou, son condisciple à Louis-le-Grand, avec qui il noue de liens privilégiés. Et celle de l'antillais Aimé Césaire, avec qui il va avoir un rapport intellectuel et militant étroit. Léopold Sédar Senghor. J'étais alors en Cagne quand il entrait en Hippocagne. Naturellement, le lycée Louis-le-Grand n'est pas si vaste que cela, et deux Noirs finissent toujours par s'y rencontrer. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés, que nous avons sympathisé, et naturellement, deux Noirs ne peuvent discuter que de ce qui les unit, de ce qui les rapproche de la négritude. C'est alors que vous étiez à l'université, je crois, que vous avez fondé la revue L'Étudiant Noir. Ah oui, j'étais à la Sorbonne. Césaire, je crois, venait d'entrer à l'école normale supérieure. C'est alors que nous avons fondé un journal, L'Étudiant Noir. Ça a été un coup de maître de Césaire, car nous avions transformé le bulletin de l'association des étudiants martiniquais en organe des militants de la négritude. C'est d'ailleurs dans ce journal que Césaire a employé pour la première fois le mot de négritude que nous avons tout de suite adopté et qui depuis a fait fortune. La négritude, c'est en d'autres termes la personnalité africaine. C'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Tout simplement, naturellement, quel peut être le but d'un écrivain noir, d'un poète noir ou même d'un politique noir? C'est de défendre et illustrer sa personnalité collective, sa négritude. Tout l'effort de ma génération a été de défendre et de manifester ces valeurs de civilisation dont l'ensemble, encore une fois, constitue la négritude, de les défendre et manifester d'abord sur le plan culturel, car nous pensons que l'indépendance culturelle est le préalable à toute indépendance véritable et authentique
de les manifester et défendre sur le plan culturel, mais encore sur le plan politique, en travaillant à la décolonisation. Nous pensons que le travail des militants de la négritude n'est pas achevé, car la négritude n'est pas fermeture sur soi, n'est pas racisme. La négritude est au contraire ouverture à tous les souffles du monde, à tous les apports des autres civilisations, car nous pensons que toute grande civilisation est métissage, par enracinement dans son terroir et ouverture aux autres civilisations. Nous sommes persuadés que le monde du XXe siècle, malgré les tensions, malgré les conflits, nous pensons que ce monde est en marche vers la convergence panhumaine et nous n'aurons réalisé notre but que quand le monde sera uni sous la diversité des races, des nations et des civilisations différentes. Senghor, Césaire et Léon Gontran Damas ont également en commun l'amour de la poésie. Senghor est admis dans tous les milieux. Il s'imprègne de l'atmosphère du quartier latin, véritable bouillon de culture, à une époque où triomphe surréalisme et cubisme. Comme l'écrit sa biographe Jacqueline Sorel, on est dans le Paris des années folles. La vie apporte chaque jour des étonnements. L'automobile a remplacé les calèches. Les avions commencent à traverser l'Atlantique. Le téléphone relie l'Europe à l'Amérique. À la terrasse des cafés, les femmes s'affichent avec des cheveux courts et de longs fumes-cigarettes. Au casino de Paris, on va applaudir Joséphine Baker ou Maurice Chevalier. À Montparnasse, la brasserie La Rotonde, avec son dancing et son jazz band, attire les artistes. C'est donc dans ce Paris cosmopolite que Senghor, Aimé Césaire et le Guyanais Léon Gontran Damas fréquentent les milieux noirs ou africains, antillais et américains qui se retrouvent pour débattre des grands thèmes de leur actualité. Aimé Césaire. Un antillais appartient, si l'on veut, à une Afrique démembrée, lacérée, déchirée. Il y a chez les Antillais une angoisse qui n'est pas une angoisse africaine. Senghor, c'est l'Afrique en elle-même telle que l'éternité la pense. C'est l'Afrique éternelle, avec sa noblesse, avec sa dignité, avec son histoire. L'Afrique avec son humanité, sa philosophie, sa sagesse. Et je pourrais presque dire, comme apportant cela, il m'apportait aussi la clé de moi-même. Senghor n'a jamais douté. Il n'a jamais été déchiré. Malgré la dense activité que les jeunes étudiants mènent, 3 ans après son arrivée en France, Senghor est reçu à la licence S-Lettres. L'année d'après, il est diplômé d'études supérieures avec la mention bien. Cette ambiance où foisonnent de nombreuses idées, où se bâtit la personnalité du jeune diplômé, va vite être perturbée par un événement qui vient d'ailleurs, de l'Allemagne, la guerre. La guerre dans laquelle le jeune homme qui a été naturalisé va très rapidement se retrouver embarqué. Nous en parlerons dans une dizaine de minutes dans la seconde partie de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Les archives d'Afrique à la FOCA. Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
La négritude, c'est en d'autres termes la personnalité africaine. C'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Tout simplement, naturellement, quel peut être le but d'un écrivain noir, d'un poète noir ou même d'un politique noir? C'est de défendre et illustrer sa personnalité collective, sa négritude. 1931. Depuis près de 3 ans qu'il a quitté le Sénégal pour poursuivre ses études à Paris, le jeune Léopold Sédar Senghor, 25 ans, après une courte période d'adaptation, est parvenu à décrocher une licence ès-lettres. Même s'il n'a pas réussi à obtenir son agrégation de grammaire, il ne désespère pas de le faire plus tard. Il est surtout animé dans cette période par une passion qu'il habite et qu'il partage avec 2 amis, l'Antillais Aimé Césaire et le Guyanais Léon Gontran Damas. Les 3 amis possèdent en commun l'amour de la poésie, mais aussi le sentiment fort de l'existence d'une culture nègre. Ils philosophent sur leurs conditions, sur l'évolution de leur peuple. Ils se lisent leurs écrits, se corrigent, se critiquent et se plaisent à reconstruire un nouveau monde où les nouvelles cultures ont leur place. C'est de ces échanges donc que va naître le concept de la négritude. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Léopold Sédar Senghor. Dans un Paris en pleine ébullition idéologique, Senghor, Césaire et Damas fréquentent les milieux noirs et participent très activement aux divers mouvements qui agitent la capitale et qui revendiquent la prise en compte d'une autre culture. C'est dans ces conditions que va naître en 1931 la Revue du Monde Noir, dans laquelle Senghor signe plusieurs articles aux côtés de noms célèbres tels que René Ménil, Langston Hughes et autres Price Mars. 1934 est l'année du décès de son parrain, de son protecteur, Blaise Diagne. En même temps qu'il signe un manifeste avec quelques intellectuels sénégalais de Paris, une lettre demandant à Lamine Gueye d'être candidat à l'élection partielle, il fonde avec Césaire l'étudiant noir, où apparaît clairement le concept de la négritude. Lorsque, dans les années 30, nous avons lancé le mouvement de la négritude au quartier latin, toutes les idéologies étaient contre nous. Tous les partis étaient contre nous, qu'ils fussent de droite ou de gauche. Je pense donc que les attaques des nègres contre la négritude, c'est tout simplement une peur intellectuelle et une peur morale. Un manque d'information, un manque de culture, mais aussi un manque de courage. Et c'est la raison pour laquelle je dis que la négritude, c'est-à-dire la reconnaissance et l'assumation des valeurs noires, que la négritude est plus actuelle, plus nécessaire que jamais. Autrement, ce n'était pas la peine de demander l'indépendance, car encore une fois, les Français, les Anglais, les Russes et les Américains, en fait d'assimilation, sont des maîtres. Pour Senghor, les intellectuels africains ont le devoir de revaloriser leur culture et d'utiliser leur patrimoine. C'est aux sources de ces racines africaines que désormais il cherchera son inspiration. L'étudiant noir est une véritable tribune où s'expriment de nombreuses plumes de l'époque. Birago Diop, Ousmane Socé et quelques autres écrivains. Même si le journal se dit apolitique et prétend ne s'intéresser qu'à la culture et aux problèmes des étudiants, la dureté des écrits amène souvent la police à y faire des descentes musclées. Le journal ne sortira d'ailleurs que 5 numéros avant de disparaître. Difficile pour Senghor, qui vient d'effectuer un long périple à travers le monde pour se former et affiner sa pensée, de rester apolitique en cette période. Mais le marxisme qui gagne du terrain ne le séduit pas. Surtout que Karl Marx lui-même précise dans son ouvrage Le Capital que sa conclusion ne s'appliquait que pour la seule Europe occidentale. Pour lui donc, la grande réalité du monde contemporain n'est pas la domination du prolétariat par la bourgeoisie, mais la domination des peuples de couleur par les Blancs européens. Et nous en venons au métissage. Toutes les grandes civilisations sont des civilisations de métissage historique. Dans l'Antiquité, il y a eu la civilisation égyptienne, la civilisation grecque elle-même. Aujourd'hui, les grandes civilisations, comme la civilisation américaine et même la civilisation soviétique, ce sont des civilisations de métissage.
Et je pense que c'est par la diaspora, par le métissage, que de nouveau la négritude jouera son rôle dans le monde, un rôle de premier plan dans le domaine culturel. Même si Senghor a quitté le lycée Louis-le-Grand pour s'installer à la cité universitaire, même s'il est désormais passionné par ce concept de négritude, par la défense de sa culture qu'il veut faire partager, il n'abandonne pas pour autant ses études. En 1935, le jeune poète qui a finalement obtenu sa naturalisation, qui est désormais français, va obtenir son agrégation en grammaire, ce qui lui ouvre les voies de l'enseignement. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton nom. La douceur de tes mains bande mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné. Et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche. Savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est. Tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. Ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimer. Femme nue, femme obscure, huile que ne ride et nul souffle. Huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali. Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délices des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire. À l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Et s'il retourne célébrer cet événement à Joal au Sénégal, partager la joie d'avoir décroché ce diplôme, cette agrégation avec sa famille, il n'est pas question pour lui de s'installer au Sénégal. Il va enseigner au lycée de Tours avant de revenir à Paris, ou plus exactement au lycée Berthelot à Saint-Maur en banlieue parisienne. Il est le premier Africain agrégé de grammaire et il l'enseigne à la jeunesse française. Gebildete, Wissende und Unwissende, die sind da. Aufgabe der Politik kann es nun nicht sein, deshalb sie getrennt zu organisieren, um sie niemals wieder zusammenkommen zu lassen, sondern Aufgabe der politischen Führung muss es sein, diese natürlichen Trennungen nun durch ein größeres Ideal, durch eine größere Erkenntnis zu überwinden. De l'autre côté du Rhin, à Berlin, un homme du nom de Hitler est devenu chancelier en 1933. Et les idées racistes qu'il développe au sein du parti nazi n'inquiètent qu'un petit nombre de personnes de ce côté-ci de la France. Pour les milieux noirs en tout cas, ce n'est pas encore un problème. Ils sont davantage préoccupés par leurs conditions, par la lutte pour faire reconnaître leur culture et par le positionnement face aux grandes idéologies marxistes ou capitalistes qui agitent le monde intellectuel. Et pourtant, très rapidement, l'agitation et l'ambition du Führer, d'Adolf Hitler, vont venir contrarier les projets des jeunes militants de la négritude. C'est la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui commence. Mobilisé en 1939, puisque né hors des 4 communes du Sénégal, dont les ressortissants avaient la nationalité française et pouvaient être incorporés comme officiers en temps de guerre s'ils en avaient les capacités, Senghor, lui, sujet français, sera soldat de 2e classe intégré dans les contingents indigènes dans ce qu'on appelait alors le bataillon des tirailleurs sénégalais, qui regroupait sous cette appellation
tous les non-français incorporés dans l'armée dans le cadre de la conscription normale ou en temps de mobilisation générale pour cause de guerre. C'est donc en agrégé en grammaire et en soldat de 2e classe qu'il fait la guerre avec son groupe. Il est affecté au 31e régiment d'infanterie coloniale, membre d'un peloton de sous-officiers. Il va être fait prisonnier après une défense héroïque mais vaine du pont de la Charité-sur-Loire. Détenu au Stalag 230 en Allemagne, c'est le début de la captivité pour le poète qui va être transféré de camp en camp. Romilly, Troyes, Amiens, en zone occupée, puis il va être expédié au front de Stalag 221 de Saint-Médard, près de Bordeaux. Pendant sa captivité, Senghor consigne tous ses sentiments, les conditions de détention, le commandement, le logement, les vêtements, la faim, les relations avec les geôliers allemands, les rapports parfois difficiles entre prisonniers, la propagande et même les maladies. Il va remettre les poèmes écrits pendant sa captivité à un militaire autrichien pour qu'il les transmette à son ami Georges Pompidou à Paris. Le poème le plus ancien de ce recueil est éthiopique, à l'appel de la race de Saba. Dans ce poème qui date de 1936, il est déjà marqué par la guerre, celle que dans l'indifférence générale du monde dit civilisé, l'Italie de Mussolini impose à l'Abyssinie de Haïlé Sélassié à partir de 1935 avant de l'occuper. Il est solidaire avec le seul pays noir à n'avoir jamais subi la colonisation. Senghor écrit car le cri montagnard du Ras d'Esta a traversé l'Afrique de part en part, comme une épée longue et sûre dans l'avilissement de ses reins. Il a dominé la rage trépignante, crépitante des mitrailleuses, défié les avions des marchands. Dans ce camp, face à l'injustice subie par tous ces Noirs qui ont donné leur vie pour défendre la liberté d'une France pas vraiment reconnaissante, une France ingrate selon ses propres termes, d'autant qu'il en a vu tuer par milliers et que lui-même a échappé in extremis au peloton d'exécution, il est en colère. Il l'écrit dans son second poème, Hostie, comme offrande. Vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes et de sang? Je ne laisserai pas la parole aux ministres et pas aux généraux. Je ne laisserai pas, non, les louanges de mépris vous enterrer furtivement. Vous n'êtes pas de pauvres poches vides sans honneur, mais je déchirerai les rires bananias sur tous les murs de France. Il est là depuis 15 jours, qui tourne en rond, ruminant la nouvelle grande bêtise et le nouvel affront. Son front qui sue de son sacrifice payé en monnaie fausse. Il ne demandait même pas les 50 centimes, pas un centime, seulement son identité d'homme à titre posthume. On lui a donné les vêtements de servitude qu'il imaginait, la robe candide du martyr. Oh naïf, nativement naïf, et la chéchia et les godillots pour ses pieds libres domestiqués. Il se penche, il regarde la cour béante et 4 rangées de fenêtres sous lui. Il se penche et la plaine apocalyptique est labourée de tranchées où pourrissent les morts comme des semences infécondes. Il se penche sur de hauts tumulus de solitude. Léopold Sédar Senghor, après sa libération en 1942, va raconter son quotidien dans un document qui restera longtemps inconnu. Actuellement, c'est une ambiance extraordinaire. Toute la foule qui s'est trouvée place de la République marche de la place de la République à l'Opéra et les chars, les chars à bancs, les chars avec les gros chars américains partent surchargés de gens. Et vous entendez tout le monde chanter des chansons, pousser des cris en l'honneur de la victoire. Et il y a des choses extraordinaires. Nous voyons des jeunes soldats, des soldats qui avancent. Ils sont une vingtaine. Ils tiennent un drapeau et devant eux arrive une vingtaine de jeunes filles et immédiatement les jeunes filles se précipitent sur l'enlèvement, sur les jeunes gens. C'est un enlèvement de soldats par des jeunes filles parisiennes. C'est absolument charmant. Et voici maintenant un orchestre qui passe, un orchestre qui est monté sur une voiture, sur un gros char. Et il y a une débauche de joie, une débauche d'enthousiasme. Des soldats américains agitent des drapeaux français, des soldats français agitent des drapeaux américains. C'est vraiment une joie extraordinaire. Les avions des armées alliées prennent en enfilade les Champs-Élysées. Toutes les voitures sont décorées de drapeaux français et américains. Et enfin retentissent les sirènes que les Parisiens attendent depuis au moins 48 heures. C'est la fin de la guerre pour Paris.
guerre est terminée. Le général de Gaulle a réussi, grâce aux forces alliées et aux armées levées en Afrique, à redonner à la France sa liberté. Les soldats de l'Empire, baptisés du nom générique de tirailleurs sénégalais, se sont illustrés dans cette bataille. Ils ont payé le prix fort. Une victoire qui suscite bien sûr chez les peuples d'Afrique un désir d'émancipation. Un sentiment que comprend parfaitement l'homme du 18 juin 40 qui se rend en Afrique en 1944. Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur et de notre indépendance, et qui restera l'exemple du plus méritoire effort français. Depuis un demi-siècle, à l'appel d'une vocation civilisatrice, vieille de beaucoup de centaines d'années, sous l'impulsion des gouvernements de la République, ce que nous avons fait pour le développement des richesses et pour le bien des hommes, ici, tout en marchant, il n'est pour le discerner que de parcourir nos territoires et pour le reconnaître que d'avoir du cœur. Déjà, au moment où commençait la présente guerre mondiale, apparaissait la nécessité de placer sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de nos territoires africains, celles du progrès des hommes qui y vivent et celles aussi de l'exercice de la souveraineté française. Est-il besoin de dire que la guerre présente n'a fait que précipiter l'évolution? D'abord, parce elle fut, jusqu'à ces derniers jours, en grande partie une guerre africaine, ensuite et surtout parce que l'enjeu de cette guerre, c'est en réalité la condition de l'homme, et que sous l'action des puissances psychiques qu'elle a partout déclenchées, il n'y a pas une population, il n'y a pas un homme dans le monde qui aujourd'hui ne lève la tête, ne regarde au-delà du jour et n'interroge son destin. Si le général de Gaulle semble manifester une certaine reconnaissance vis-à-vis de cette population africaine qui a été décisive dans cette bataille contre l'ennemi nazi, cela ne signifie pas pour autant que la métropole est plus reconnaissante, moins ingrate. Un événement sanglant va venir renforcer l'aigreur, la colère à la fois de Léopold Sédar Senghor et des militants de la cause noire en général. Un drame trop souvent dissimulé qui mérite pourtant d'être connu. Une tragédie qui a priori nous éloigne de la vie de Léopold Sédar Senghor, mais qui replante le décor et l'ambiance juste après la Seconde Guerre mondiale, qui va définir ou au moins affirmer en partie le choix que va faire l'agrégé de grammaire. Nous en parlerons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous consacrons à Léopold Sédar Senghor. Nous serons en compagnie de plusieurs personnalités qui ont été à la fois proches de lui comme collaborateurs directs tels que Djiboka ou encore Moustapha Niasse ou comme opposants tels que le président Abdoulaye Wade. Mais en attendant, vous pouvez réécouter cette émission à l'adresse suivante: www.rfi.fr. Vous pouvez également nous apporter votre témoignage ou vos réflexions sur l'émission à archivesdafrique.com. Archives d'Afrique au pluriel et en un mot.com. Delphine Michaud, Olivier Raoult et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Archives d'Afrique vous a été proposé par Traitecarte, la carte de paiement de Tradex. Traitecarte, bon pour les managers avisés. Archives d'Afrique vous est proposé par Traitecarte, la carte de paiement de Tradex. Les Archives d'Afrique, Alain Foucault. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Léopold Sédar Senghor. Il est certainement, après Nelson Mandela, le chef d'État africain le plus populaire d'après l'indépendance, mais également
l'un des poètes noirs les plus lus, celui dont les poèmes sont même traduits en chinois et en coréen. Pourtant, plusieurs décennies après, son parcours et son engagement suscitent encore de nombreux débats. Suite de notre série consacrée au premier président de la République du Sénégal et premier Africain noir à rentrer à l'Académie française, l'un des pères du concept de la négritude qui a marqué de nombreuses générations d'Africains. Actuellement, c'est une ambiance extraordinaire. Toute la foule qui s'est trouvée place de la République marche de la place de la République à l'Opéra et les chars, les chars afghans, les chars avec les gros chars américains partent surchargés de gens. Et vous entendez tout le monde chanter des chansons, pousser des cris en l'honneur de la victoire. Et il y a des choses extraordinaires. Nous voyons des jeunes soldats, des soldats qui avancent. Ils sont une vingtaine. Ils tiennent un drapeau et devant eux arrive une vingtaine de jeunes filles et immédiatement les jeunes filles se précipitent sur l'enlèvement, sur les jeunes gens. C'est un enlèvement de soldats par des jeunes filles parisiennes. C'est absolument charmant. Et voici maintenant un orchestre qui passe, un orchestre qui est monté sur une voiture, sur un gros char. Et il y a une débauche de joie, une débauche d'enthousiasme. Des soldats américains agitent des drapeaux français, des soldats français agitent des drapeaux américains. C'est vraiment une joie extraordinaire. Les avions des armées alliées prennent en enfilade les Champs-Élysées. Toutes les voitures sont décorées de drapeaux français et américains. Et enfin retentissent les sirènes que les Parisiens attendent depuis au moins 48 heures. C'est la fin de la guerre pour Paris. La guerre est terminée, du moins officiellement. Après plusieurs années d'occupation, le général de Gaulle a réussi, grâce aux forces alliées et aux armées levées en Afrique, à redonner à la France sa liberté. Les soldats de l'Empire baptisés du nom générique de tirailleurs sénégalais se sont illustrés dans cette bataille. Ils ont payé le prix fort. Une victoire qui suscite bien sûr chez les peuples d'Afrique un désir d'émancipation. Pour l'agrégé de grammaire, qui a dû interrompre à la fois son activité de professeur, de poète, d'essayiste et de militant de la cause noire durant cette période, c'est le retour à la vie civile. Mobilisé en 1939, puisque né hors des 4 communes du Sénégal, dont les ressortissants avaient la nationalité française et pouvaient être incorporés comme officiers en temps de guerre s'ils en avaient la capacité, Senghor, lui, sujet français, a combattu pour la France comme soldat de 2e classe intégré dans les contingents indigènes, dans ce qu'on appelait alors le bataillon des tirailleurs sénégalais, qui regroupait sous cette appellation tous les non-citoyens français incorporés dans l'armée dans le cadre de la conscription normale ou en temps de mobilisation générale pour cause de guerre. Pendant cette bataille, il a été fait prisonnier durant près de 2 ans avant d'être libéré en 1942 pour cause de maladie. Il peut donc reprendre sa chaire au lycée Marcellin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours. Les armées de la France avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. La libération de la France va marquer un tournant décisif dans la vie de Léopold Sédar Senghor, mais aussi dans celle des peuples colonisés d'Afrique. Désormais, tous ou presque aspirent à un peu plus de considération et de liberté après leur engagement et leur sacrifice auprès de la métropole. Un sentiment que comprend parfaitement l'homme du 18 juin 40, le général de Gaulle qui se rend en Afrique le 30 janvier 1944. Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur et de notre indépendance, et qui restera l'exemple du plus méritoire effort français. Depuis un demi-siècle, à l'appel d'une vocation civilisatrice, vieille de beaucoup de centaines d'années, sous l'impulsion des gouvernements de la République, ce que nous avons fait pour le développement des richesses et pour le bien des hommes, ici, tout en marchant, il n'est
pour le discerner que de parcourir nos territoires et pour le reconnaître que d'avoir du cœur. Déjà, au moment où commençait la présente guerre mondiale, apparaissait la nécessité de placer sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de nos territoires africains, celles du progrès des hommes qui y vivent et celles aussi de l'exercice de la souveraineté française. Est-il besoin de dire que la guerre présente n'a fait que précipiter l'évolution ? Si le général de Gaulle semble manifester une certaine reconnaissance vis-à-vis de cette population africaine qui était décisive dans la bataille contre l'ennemi nazi, cela ne signifie pas pour autant que la métropole est plus reconnaissante, moins ingrate. Un événement sanglant va venir renforcer l'aigreur, la colère à la fois de Léopold Sédar Senghor et des militants de la cause noire en général. Un drame trop souvent dissimulé qui mérite pourtant d'être connu. Une tragédie qui a priori nous éloigne de la vie de Léopold Sédar Senghor, mais qui replante le décor et l'ambiance d'après-seconde guerre mondiale qui va définir ou au moins affirmer en partie le choix que va faire l'agrégé de grammaire. Quand ça a commencé à péter, nous sommes envahis, le 2e régiment fut anéanti. C'était un régiment choc. Et du moins, je fais partie du bataillon, du 3e bataillon. C'était un bataillon choc, la compagnie choc. Eh bien, nous avons tenu le coup du 3 juin jusqu'au 4. Moi, je fus blessé à 11h du matin sur ma pièce, à mon poste de combat. Bah, des Allemands et des éclats. Et il y avait l'aviation qui lâchait des bombes. Et il y a l'artillerie qui crachait des obus. Quand un Allemand m'a envoyé une rafale, j'étais blessé au talon du pied gauche, à la dorsale du pied gauche. Je suis tombé. Si bien que j'avais mon bras qui était déjà atteint, quand je suis tombé, j'ai pris mon bras broyé que j'ai posé sur ma poitrine et la jambe gauche qui était touchée après, je l'ai pris sur l'autre et je suis resté là. J'avais senti seulement un petit picotement. Quand j'allais gratter, comme si une fourmi me piquait, alors c'était une balle, un balle de revolver que le gars allait me tirer dans les oreilles pour m'achever. D'abord, je suis resté sur champ de bataille plus de 6 jours avant d'être ramassé, quand j'étais blessé. Et je fus ramassé, tout ce que je puis dire. Quand je suis resté pendant plusieurs jours, avec les balles, et les emplacements des balles, le sang coagulé, on bouché, et puis alors, la douleur, je ne pouvais plus supporter. Je criais, Ce sont les infirmiers brancardiers allemands qui circulaient sur tous les champs de bataille, avec des prisonniers valides, qui ramassaient ce qu'on pouvait encore évacuer. Voilà comment je me suis retrouvé à moi au dos de quelqu'un que je ne connais même pas. On est allé me déposer sur une colline. C'est de cette colline-là qu'on est venu nous prendre en Égypte et que je me suis vu dans un camp de prisonniers de guerre sur les pailles, avec le bras broyé. Je suis resté pendant plusieurs mois. Il a fallu le concours de la Croix-Rouge qui visitait, et certainement mes relations ici à Paris ont dû donner mon nom, et pour savoir, ils ont fouillé tous les camps. C'est ainsi qu'on m'a retrouvé à Doullens, oui, au camp de prisonniers de guerre à Doullens. Comme ce tirailleur sénégalais, l'armistice annonce le moment de la délivrance. Avec l'avancée des troupes alliées, les forces françaises, anglaises et américaines vont délivrer des milliers de tirailleurs sénégalais, surtout dans les camps de prisonniers de la France, parce que l'armée du Reich, ne voulant pas contaminer la race aryenne par des maladies tropicales, avait transféré les prisonniers noirs dans les camps français, notamment dans les Landes. En octobre 1944, à Morlaix, en Bretagne, dans l'ouest de la France, on regroupe 1200 anciens prisonniers de guerre africains. Ils attendent leur embarquement vers l'Afrique. Quand arrive le grand jour de départ, celui dont ils rêvent pourtant tous depuis longtemps, ils refusent d'embarquer avant la satisfaction de leurs revendications. Ils demandent le paiement des arriérés de solde, le versement de la solde de captivité et de toutes les autres indemnités, ainsi que la conversion de leurs marques en francs français.
Les exigences sont toutes logiques et même minimes au regard du sacrifice consenti. Les autorités militaires reconnaissent d'ailleurs le bien fondé de leurs revendications et promettent de leur donner satisfaction dès leur arrivée à Dakar. Les soldats noirs refusent d'écouter à nouveau ces promesses trop souvent répétées mais rarement tenues. La tension est à son comble. Et il faudra l'arbitrage d'un officier américain pour les convaincre d'embarquer. Le même phénomène se produit dans plusieurs autres villes françaises où sont rassemblés les tirailleurs sénégalais. Ils reçoivent curieusement la même réponse. Embarquez d'abord, votre problème sera résolu à Marseille. À Marseille, on parle de Casablanca. Et à Casablanca, il est plutôt question de Dakar. Quand les tirailleurs foulent enfin la terre sénégalaise, ils sont installés au camp de Tcharoy, près de Dakar. C'est un lieu de transit pour beaucoup d'entre eux qui doivent rejoindre leur foyer dans d'autres territoires comme le Soudan, le Niger, la Côte d'Ivoire et quelques autres pays subsahariens. Sans perdre de temps, les tirailleurs sénégalais reposent le problème de leurs revendications à leurs supérieurs hiérarchiques, des officiers français. Ils leur rappellent les promesses tenues par les autorités militaires depuis le début. À leur grande surprise, ils constatent que les esprits n'ont pas du tout évolué à Dakar. Selon toute vraisemblance, on ne les prend pas vraiment au sérieux. Pour les autorités coloniales, ils restent de pauvres tirailleurs sénégalais, rien de plus. Au camp de Tcharoy, le ton monte chaque jour entre les tirailleurs et leurs supérieurs. Les officiers s'étonnent de voir à quel point ces Noirs n'ont plus peur du blanc, ce qui agace l'autorité coloniale, mais également une certaine hiérarchie militaire et les colons. Le 25 novembre 1944, dans une atmosphère électrique, les tenues américaines que portaient les tirailleurs sont échangées contre celles qu'ils revêtaient quelque temps avant. L'autorité semble vouloir, par cette mesure, éteindre le sentiment de fierté qui les anime depuis leur séjour en Europe. Un responsable militaire colonial explique. Les FFI et les FTPF les avaient mis un peu trop souvent dans des pelotons d'exécution chargés de fusiller des collaborateurs sans autre forme de procès. Donc, j'ai la conviction que, comme en 1914-18, les gens qui rentraient n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient partis. Ils n'avaient même pas la même position de respect envers l'autorité coloniale. Les hommes de Tcharoy ont été les premiers ex-prisonniers, ex-FFI, ex-FTPF rapatriés en Afrique. Ils sont arrivés vers le 25 novembre 1944. Et la deuxième constatation qu'on peut faire, ils quittaient une France affaiblie, économiquement parlant et internationalement aussi, parce qu'ils avaient vu la toute-puissance des armées alliées. En tout cas, forts de leur expérience et conscients du rôle joué dans la libération de la métropole, les tirailleurs sénégalais du camp de Tcharoy sont bien décidés à faire payer leur solde. Ce ne sont plus exactement les indigènes habitués à dire oui et toujours oui au maître blanc. Devant la tension qui monte et pour essayer de désamorcer la crise, le général Magnan, le commandant supérieur des forces de l'Afrique occidentale, se rend en personne au camp militaire de Tcharoy le 30 novembre 1944. Il s'adresse aux soldats et leur promet qu'ils seront payés dans leurs pays respectifs. Les tirailleurs sénégalais qui voient une autre ruse se fâchent pour de bon cette fois-ci. Ils sont maintenant convaincus de la mauvaise foi de l'autorité coloniale. Ils savent que si le règlement de leur dû ne se fait pas immédiatement, pendant qu'ils sont encore ensemble, ils n'auront plus jamais rien et ils seront trop éparpillés pour être entendus. Dans un élan collectif, ils affichent leur détermination à ne pas quitter le Sénégal pour ceux qui doivent partir sans avoir touché leur pécule. Ils entourent la voiture du général Magnan, décidés à l'empêcher de reprendre le chemin de Dakar si un règlement n'intervient pas rapidement. Le général est obligé de donner sa parole d'officier. Il jure que tout le monde sera payé dès le lendemain, même s'il doit le faire de sa propre poche. La promesse de Magnan calme les esprits. Mais ce que les tirailleurs ne savent pas, c'est qu'ils viennent d'humilier un officier supérieur français. Le fait de l'avoir empêché de partir est considéré par les autorités militaires comme une rébellion. Pour elles, il n'est plus question de régler quoi que ce soit. Les tirailleurs du camp de Tcharoy sont désormais des mutins. Et il faut les traiter comme tels. Le 30 novembre 1944, un détachement militaire encercle le camp. À l'aube du 1er décembre, le carnage commence. Cette fois-ci, ce n'est pas sur des soldats allemands que l'on tire, mais bien sur des tirailleurs africains qui viennent de combattre aux côtés des Alliés pour la libération de la métropole. C'est une vraie boucherie. 24 tirailleurs sont tués sur le champ, tandis que 11 autres vont succomber à l'hôpital. L'un des rescapés du camp de Tcharoy raconte. Les tirailleurs ne faisaient pas de menaces.
n'étaient pas incorrects. Ils étaient fermes, décidés, mais patriotes. Nous ne sommes pas des mercenaires. Nous avons demandé tout simplement ce que nos camarades français ont reçu. Alors, le général nous dit, faites pas de bruit, restez calme, nous allons nous occuper de la situation. Dans 2 ou 3 jours, la question sera réglée. Nous lui avons fait confiance. Nous sommes restés. 2 jours après, 3 jours, eh bien, nous avons vu les soldats encercler le camp de Thiaroye. Et ce qui s'est fait, c'est fait. Ce qui s'est fait, c'est fait. Bilan officiel de ce carnage, 35 morts. Les tirailleurs rescapés sont à nouveau regroupés au camp. Sous la menace d'armes, un premier convoi de Soudanais est acheminé à la gare de Thiaroye en début de soirée. Destination Bamako. Il est suivi le lendemain par un second convoi. Cependant, le camp est maintenu en état de siège jusqu'au 6 décembre 1944. 45 tirailleurs considérés comme les meneurs sont traduits devant le tribunal militaire permanent de Dakar le 5 mars 1945. 34 d'entre eux sont condamnés à des peines allant de 18 mois à 10 ans de prison. Les derniers en prison vont bénéficier en avril 1947 d'une grâce amnistiante lors de la visite de Vincent Auriol à Dakar, sans toucher leur dû. Le massacre de Thiaroye va susciter l'indignation et la déception aussi bien chez les tirailleurs sénégalais que chez les populations indigènes. Cette déception engendre en elle-même les germes d'une prise de conscience réelle. Les tirailleurs tombés à Thiaroye sont à la fois martyrs d'un ordre colonial qui a voulu se réaffirmer et martyrs d'un peuple soumis qui souhaite faire écho à ses aspirations. Les populations vont tirer de ce drame la formule selon laquelle la rupture est inévitable et le combat pour l'affirmation entamé. Elles savent qu'il ne faut surtout pas compter sur la gratitude ou l'infléchissement de la métropole qui pendant ce temps célèbre la signature de l'armistice. Seulement, si en Europe on célèbre avec faste le retour à la paix, en Afrique, même si on se réjouit du dénouement de ces longues années de combat, le cœur n'est pas vraiment à la fête. En AOF, en Afrique occidentale française, l'incident de Thiaroye a définitivement fait comprendre aux indigènes que la rupture n'est pas loin et qu'il faut se battre pour conquérir son autonomie. L'engagement gratuit et spontané de Lamine Gueye pour la défense des tirailleurs passer devant le tribunal s'inscrit dans cette logique. Léopold Sédar Senghor, dans son poème intitulé Thiaroye, accuse énergiquement la métropole en ces termes. Est-ce donc vrai que la France n'est plus la France? Est-ce donc vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage? Est-ce donc vrai que la haine des banquiers a acheté ses bras d'acier? Non. Vous n'êtes pas mort gratuit, ô mort. Ce sang n'est pas de l'eau limpide. Il arrose et part notre espoir qui fleurira au crépuscule. Il est notre soif, notre faim d'honneur. Ces propos sont lus par Amoube Mefeke. Au sortir de cette guerre, Léopold Sédar Senghor, qui a connu la douleur des camps et l'injustice, qui a le nazisme en horreur, envisage désormais de dépasser le seul cadre de la culture qu'il mettait toujours en avant dans son combat pour se lancer en politique, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.